Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2657 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 7 novembre avec des anniversaires, il y en a pas mal aujourd'hui. Tout d'abord, Callum Hudson-Odoi, le joueur de Nottingham Forest, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Par exemple, tiens, David De Gea, l'ancien joueur de Manchester United actuellement sans contrat, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Clinton Mata, arrière droit du côté de Lyon, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Tout en bas, regardez, Kevin McAllister, c'est le frère d'Alexis McAllister, le joueur de Liverpool. Donc son frère Kevin, lui, joue du côté de Union Saint-Gilloise. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier soir. Il y avait quelques matchs dans les championnats, on peut dire. Donc on va faire le récapitulatif de tous les résultats. Donc tout d'abord, Tottenham contre Chelsea. C'était le dernier match de cette journée du côté de la Première Ligue. Et c'est Chelsea qui s'est imposé 4-1 du côté de Tottenham. Donc un match complètement fou parce qu'il s'est passé énormément de choses. Donc déjà, il y a eu beaucoup de buts, 5 buts dans la rencontre. Il y a eu pas mal de buts refusés. Il y a eu des cartons rouges, des cartons jaunes, des joueurs blessés. Il s'est passé énormément de choses. Donc les buteurs, voilà, pour aller au concret. Donc Cole Palmer a été buteur côté de Chelsea et un triplé de Nico Jackson contre un but de Kulusevski côté Tottenham. Et du coup, ça fait une grosse victoire de Chelsea. Donc les stats de la partie, donc Chelsea a eu plus de possession de balle, 61 de possession de balle pour 17 tirs, 8 tirs cadrés, 4 buts. Tottenham, ça a été compliqué après. À noter que Tottenham a joué à 9 contre 11. Ils ont pris 2 cartons rouges. Ça a été très compliqué. Ensuite, pour finir le match, c'est là qu'ils ont pris pas mal de buts en fin de rencontre. Et du coup, London is blue. Donc en gros, ça veut dire Londres est bleu, parce que n'oubliez pas que c'est un derby, les deux clubs Tottenham et Chelsea sont dans la ville de Londres, et du coup voilà, c'est Chelsea qui a pris l'avantage contre Tottenham, en plus dans le stade de Tottenham. Donc pour revenir sur ce match complètement fou, donc le bilan du match en gros, donc 5 buts inscrits, il y a eu 4-1, 5 buts refusés, il y aurait pu avoir encore 5 autres buts mais ça a été refusé, soit des hors-jeux, soit des fautes juste avant, soit le ballon il a été touché de la main juste avant qu'un joueur marque, tout ça. Donc il y a eu un penalty, il y a eu 2 cartons rouges, 9 cartons jaunes, 2 blessures et 21 minutes de temps additionnel au total. Donc là, ça n'appelle pas un match complètement fou, je ne sais pas quel nom on peut donner à ce match, mais voilà, ça a été un match spectaculaire. Donc regardez tout d'abord en première mi-temps, de la première jusqu'à la 45e minute de jeu, tout ce qui s'est passé. Donc colonne de gauche, c'est Tottenham, colonne de droite, c'est Chelsea qui a un droite, je ne sais pas, tiens, Sterling, il marque un but, mais but refusé parce que le joueur a touché le ballon de la main. Caicedo, il marque également, but refusé pour hors-jeu, en l'espace de 7 minutes. Palmer, après, il marque un penalty, il y a eu 2 cartons jaunes du côté de Tottenham. Udogie a pris un carton jaune, un autre a été pris en deuxième mi-temps, ce qui veut dire 2 jaunes, carton rouge. Donc voilà, tout ce qui s'est passé en première mi-temps, on peut avoir des changements parce qu'il y a des joueurs qui ont été blessés. En deuxième mi-temps aussi, ça a été des joueurs blessés, des cartons rouges et un but refusé pour Eric Dier du côté de Tottenham. Et les buts de Nico Jackson, le triplé à la 75e, 94e et 97e minute de jeu. Bon, après, c'est quand Tottenham joue avec 2 joueurs en moins. Donc là, c'est là que Chelsea a commencé à enchaîner, à marquer des buts. Il aura donc fallu 2 cartons rouges pour que Tottenham concède sa première défaite de la saison en Première Ligue. C'est vrai que c'est leur première défaite, ils n'avaient toujours pas perdu. Et ils perdent en plus à domicile contre Chelsea lors de cette rencontre. Donc voilà, les 2 cartons rouges. Donc Udogie et Romero, les gars, concernant Christian Romero, ancien joueur de l'Atalanta Bergame. Donc c'est son 75e match du côté de Tottenham et c'est déjà son 4e carton rouge. C'est comme un gros ratio de cartons rouges par rapport au nombre de matchs joués. Donc voilà, il a laissé bien sûr son équipe. Je ne sais plus c'est lequel, je crois que c'est lui qui a pris le rouge en premier, puis après ça a été Udogie. Donc voilà, ce joueur qui a pris le 2e rouge. Puis après voilà, ça a été compliqué, déjà 11 contre 11. C'est serré, 10 contre 11 c'est un peu plus compliqué, 9 contre 11 c'est un attaque-défense bien sûr. Et donc il y a eu des buts aussi refusés, par exemple Eric Dier, il y avait 2-1 pour Chelsea, pensait avoir marqué mais le but a été refusé pour une question de millimètre de hors-jeu, mais bien sûr il y avait hors-jeu. Donc là regardez, ce but refusé, celui de Sterling également refusé, le joueur touche le ballon de la main. Hugminson, il avait également marqué un but, il a été également refusé, mais c'est un petit peu n'importe quoi cette rencontre. Et la soirée noire quand même pour Tottenham. Donc première défaite de la saison, perte de la place de leader, ils sont plus actuellement premiers, c'est Manchester City maintenant qui est premier de la Première Ligue. Romero expulsé, Udogie expulsé, Van de Ven blessé, Maddison également blessé. Voilà, ils ont perdu très gros lors de cette soirée hier. Cette équipe de Tottenham, comme j'ai dit, qui concède sa première défaite et du coup ils ne feront pas comme Arsenal. Arsenal restera toujours au moins jusqu'à la saison prochaine. La seule équipe à avoir fait une saison entière sans perdre, vu que là maintenant toutes les équipes ont perdu du côté de la Première Ligue. Et Arsenal, n'oubliez pas que je crois que c'était en
en 2003-2004, ils avaient fait une année entière, 38 matchs sans perdre. Ils avaient même reçu le trophée de la Première Ligue en or, tout simplement. Donc voilà, vu qu'il restait plus que Tottenham qui n'avait pas perdu, c'est fini pour les Spurs. On va parler de Ange Postecoglou, donc le coach de cette équipe. Et hier, il nous a tenté un truc quand son équipe jouait avec un 9 contre 11. Donc il n'a pas du tout joué la défense, il a plutôt joué l'offensive. Regardez, incroyable cette image où 7 des 8 joueurs de champ de Tottenham défendent sur la même ligne, sur la ligne médiane, tout simplement, pour essayer de mettre les joueurs de Chelsea hors jeu. Donc c'est opportuniste quand même, ce qui tente. Il y avait 2 joueurs de moins, regardez, il y avait 2 rouges. On peut voir le résultat où Tottenham, au sud de Tot, il y a 2 petits carrés rouges. Donc 2 rouges, et il joue comme ça, Tottenham. Donc oui, bien sûr, tu peux mettre tes joueurs hors jeu, mais s'il est pas hors jeu, c'est un face-à-face avec le gardien adverse. Donc là, c'est prendre d'énormes risques, et voilà, ça n'a pas marché, les gars. Il a tenté ça, et quelques minutes après, ils ont pris le but du 2-1, parce qu'il a pris trop de risques, tout simplement. Pourtant, quand il a tenté ça, regardez, il y avait 1-1. Il n'a pas tenté ça quand il y avait 2-1, non, il y avait match nul, il tentait d'être aussi haut, tout simplement. Donc c'est plutôt surprenant. Bon, c'est vrai que peut-être derrière, s'il aurait trop demandé à son équipe de défendre à 9 contre 11, peut-être ils auraient pris des buts, mais jeu comme ça, jamais vu ça. Bon, après, voilà, il a été puni juste après. Donc à noter, les gars, que le gardien de Tottenham a été très bon, celui qui remplace Hugo Lloris. Avec Lloris, on sait qu'il a été, il n'est plus titulaire. Donc il s'appelle Vicario, est en train de sortir un match héroïque pour sauver Tottenham, parce qu'avant le but du 2-1, avant qu'ils enchaînent après Chelsea, donc il sauvait pas mal de frappes, tout simplement. Voilà le gardien, le gardien de cette équipe. Mais bon, après il n'a pas pu tout arrêter à 9 contre 11. Des fois ils arrivaient à 2 contre lui, 2 contre 1, donc il ne pouvait pas tout arrêter, bien évidemment, ce gardien Vicario. On va parler côté Chelsea, cette fois-ci, vu que là on parlait plutôt côté Tottenham. Donc Chelsea, c'est une belle victoire, donc triplé de Nicolas Jackson face à Tottenham. Donc ce joueur, les gars, il a loupé beaucoup d'occasions, et après, quand ça a été un peu plus simple, quand il jouait avec 2 joueurs en plus, voilà, il a marqué un triplé en fin de match. Et voilà, son premier doublé, même premier triplé, bien sûr, du côté de son nouveau club. Et Jackson a calé toutes ses célébrations ce soir après son triplé. Et donc il a fait la célébration, par exemple, de Cristiano Ronaldo. Et la célébration où il fait sous Ronaldo, il fait le tour sur lui-même. La célébration de Marcus Rashford. Et il en a fait plein, voilà, Nico Jackson qui s'est amusé hier, voilà, quand tu marques un triplé. Et que c'était un peu facile en fin de match, vu qu'il n'y avait plus que 9 joueurs de l'équipe de Tottenham. Donc voilà, ça a été un bon match pour lui avec un triplé. Et là, il aurait pu marquer encore plus de buts, parce qu'il plein d'occasions, et il y avait un grand Vicario en face. Chelsea, donc du coup, les prochaines rencontres, parce que là Chelsea a un gros programme. Donc là Tottenham, ils ont bien manœuvré avec cette victoire 4-1. Prochain match, ça sera la réception, regardez, c'est le 12 novembre, donc là c'est un week-end prochain, la réception de Manchester City. Leader, City actuellement. Ensuite, déplacement Newcastle. Ensuite, réception de Brighton. Après, déplacement Manchester United. Donc voici les prochains matchs de Chelsea. Donc là, ça va être un mois très compliqué, bien sûr, pour les Blues. Mais bon, ils commencent plutôt bien avec une victoire du côté de Tottenham. Et le classement après cette victoire de Chelsea. Donc Tottenham, du coup, n'est plus premier. Ils sont deuxième. C'est City maintenant qui a un point d'avance sur Tottenham. Et Chelsea, avec cette victoire, remonte seulement la 10e place. Donc voilà, c'est encore loin au classement. Voilà, Chelsea, mais bon, voilà, mieux gagner que perdre, et ils l'ont fait hier. Donc voici ce classement à l'issue de cette 11e journée. Regardez, toutes les équipes ont joué 11 matchs du côté de la Première Ligue. On continue rapidement avec les autres rencontres qui se sont passées hier. Tiens, on vient en France. Il y a un match de Ligue 2 entre Guingamp et l'AG Auxerre, et c'est Guingamp qui s'est imposé 2-1 contre l'équipe bourguignonne de l'AG Auxerre. Pourtant, d'après les stats, les gars, l'AG Auxerre a dominé 14 tirs, 4 tirs cadrés, 1 but inscrit. Et Guingamp, regardez les gars, ils ont 8 tirs, 1 tir cadré, ils ont marqué 2 buts. Je sais pas comment ça s'est passé, comment ils ont mis 2 buts, peut-être un but contre son camp, j'en sais rien. Oui, voilà, c'est un but contre son camp de Pellenard. Et voilà, donc du coup, ultra efficace, on peut dire, cette équipe de Guingamp. Et du coup, Guingamp remonte à la 6e position, et l'AG Auxerre stagne à cette 4e position. Toujours ce classement dominé par Laval, Angers et l'équipe de Saint-Etienne. Du côté du national, donc l'équipe de Red Star, première, un jeu contre New York, qui était 3e. Et du coup, un partout, le Red Star vient tout de même d'enchaîner un 10e match sans défaite de suite. En national, les hommes d'Habib Bey réalisent un début de saison incroyable et possèdent 8 points d'avance sur le deuxième après 12 journées. Donc 9 victoires, 2 nuls, dont le match hier, et une défaite pour l'équipe de Red Star. Il y avait aussi un match du côté de la Liga, Retafe contre Cadix, 1-0 pour Retafe, donc voilà, parfait pour eux. Donc Retafe, du coup, avec cette victoire, monte à la 11e place, et Cadix est actuellement 16e de la Liga, ce classement dominé, n'oubliez pas, par la surprenante équipe de Gérone. Du côté de l'Italie, c'est Torino contre Sassuolo, et le Torino s'est imposé tranquillement 2-1. Bon, ça a été 2-1, voilà, c'est un match difficile, mais bon, d'après les stats, 21 tirs, 9 tirs cadrés, 2 buts, alors que l'équipe de Sassuolo, c'est seulement 2 tirs cadrés dans le match, donc ouais, ils auraient mérité de marquer encore plus de buts.
bien sûr l'équipe de Torino, mais bon, la victoire est là, c'est bien ça le plus important pour eux. Et aussi Frosinone contre Empoli, et là aussi, le score final est de 2-1 pour l'équipe à domicile. Et du coup, le classement, après les deux rencontres hier, toujours dominé par l'Inter, Juve, AC Milan et l'équipe de Naples à la 4e position. On va parler de la Ligue des Champions asiatique et on commence avec l'équipe de Al Hilal qui jouait du côté de Mumbai City hier et l'équipe sans Neymar, on sait qu'il est blessé jusqu'à la fin de la saison. Al Hilal s'est imposé 2-0 et Mitrovic de nouveau buteur. Mitrovic, les gars, il marque beaucoup et encore il a marqué un but du côté de Al Hilal. Bon, ça a été une domination totale, 26 tirs, 6 tirs cadrés et 2 buts inscrits. Regardez l'équipe de Mumbai City qui est une équipe en Inde, 0 tir cadré, ça a été très compliqué pour eux. Donc Al Hilal est quasiment, bon, je crois même qualifié, ils ont 10 points, le même nombre de points que l'équipe qui est deuxième, et après il y a 3 points, donc voilà, il y a un creux de 7 points alors qu'il reste plus que 6 points donnés, donc oui, officiellement ils sont déjà qualifiés pour la suite de la Ligue des Champions, cette équipe de Al Hilal. Et l'équipe de Al Ittihad, donc l'équipe de Benzema par exemple, donc se sont inclinés 2-0 du côté de Al Kawa Al-Jawiya. Donc voilà, ce résultat. C'est vrai que l'équipe de Benzema, ils n'ont pas existé. Seulement 4 tirs dans le match, une frappe cadrée. C'est compliqué pour eux, enfin, par rapport à ce match. Et surtout, en première division saoudienne, ils sont aux alentours de la 6e place. C'est pas fou. N'oubliez pas que cette équipe avait gagné le championnat la saison dernière d'Arabie Saoudite. Et là, ils se sont inclinés hier. Mais bon, niveau classement, c'est pas de conséquence. Donc là, on peut voir Benzema, bien sûr, après la défaite hier. Mais bon, niveau classement, c'est toujours premier. Mais attention, parce que derrière, ils ont 7 points. Les deux équipes qui suivent ont 7 points avec cette défaite. Attention à l'équipe de Al Ittihad. On revient en Europe, on va parler cette fois-ci de la Ligue des Champions européenne car ça reprend aujourd'hui. Hier soir, j'ai sorti tous mes pronostics, des 16 affiches, c'est voilà, mes pronos concernant les matchs européens. Donc aujourd'hui, c'est les matchs, la colonne de gauche, les matchs de mardi. Demain, ça sera bien sûr les 8 autres rencontres. Donc c'est parti. Tout d'abord, un petit coup d'œil avant tous les matchs là. Vu que là on rentre sur la phase des matchs retour, un petit coup d'œil au classement groupe A jusqu'à groupe H par rapport qui est en tête, qui a 0 points. Il y a des équipes qui font carton plein pour l'instant, comme le Bayern 9 points sur 9, le Real 9 points sur 9, l'équipe de City pareil, l'équipe du Barça également pareil. Il y a quand même 4 équipes qui peuvent réaliser le 6 sur 6. Bon, pour l'instant ils sont à 3 sur 3, il restera encore il va falloir gagner maintenant les matchs retour, mais voici tous les classements. Et nous, bien sûr, on va parler du groupe F, le groupe du PSG qui joue. Paris Saint-Germain joue contre l'AC Milan, donc c'est simple, c'est le premier contre le dernier. L'AC Milan, ils ont 2 points. N'oubliez pas que l'AC Milan n'a toujours pas inscrit un but en Ligue des Champions. Ils ont 2 points parce qu'ils ont fait 2 nuls, 2 fois 0-0. Et une défaite contre le PSG 3-0. Donc le Paris Saint-Germain 6 points. Donc si le PSG fait un bon résultat ce soir, une victoire par exemple, ce serait quasiment la qualification pour le PSG. Il faut surtout ne pas perdre pour Paris. Même un nul, je pense que ce sera un bon résultat. Concernant ce Milan-PSG, on va en parler. Tout d'abord, le groupe du Paris Saint-Germain pour le déplacement. Donc voici tous les joueurs convoqués. À noter qu'il y a quelques absents. Donc Danilo Pereira, on sait il est blessé jusqu'à la fin du mois de novembre, donc bien sûr il n'est pas présent. Marco Asensio, donc il n'est plus blessé mais il est encore trop juste pour jouer tout simplement. Il n'a pas voulu prendre de risque, Luis Enrique, donc c'est pour ça qu'il ne l'a pas pris. Sinon Kimpembe, Nuno Mendes, voilà tous ces joueurs là. Keylor Navas aussi il n'est pas là. Sinon tout le monde est là, que ce soit Mukele, que ce soit Barcola, Donnarumma, Dembélé, Mbappé ou même Ugarte. Ils sont tous bien sûr présents pour cette rencontre. La une aujourd'hui du journal Équipe, une sur un joueur du PSG avant ce match ce soir du côté de Milan. C'est Dembélé, marquer et être mauvais, ça ne m'intéresse pas. Donc avant de retrouver ce soir l'AC Milan, donc battu 3-0 au Parc des Princes le 25 octobre dernier, l'attaquant parisien s'est confié au journal L'Équipe. Il parle de ses statistiques devant le but adverse et répond à ses détracteurs parce qu'on sait que ce niveau stats c'est pas fameux, il n'a aucun but inscrit. Donc il a dit par exemple, comment jugez-vous vos premiers mois à Paris? Donc il a dit moyen, je dois donner un peu plus, je sais que ça va venir parce que c'est un nouveau club, plus les matchs vont s'enchaîner, meilleur je vais être. Donc même lui il avoue que c'est plutôt des débuts moyens pour lui, même si les derniers matchs là ça va beaucoup mieux. Par exemple le dernier match à contre Montpellier il a été très bon, Ousmane Dembélé, donc maintenant il faudrait qu'il marque ce but qui lui ferait tellement de bien. N'oubliez pas qu'il avait été buteur au match aller contre l'AC Milan, je vous parle, mais bon, son but n'avait pas été valable. Il avait été beau, mais c'était parce que je crois que Ugarte avait fait une faute juste avant, une faute qui avait amené, on peut dire, au but. Toujours avec Dembélé, revient sur son départ aussi du FC Barcelone. Il a dit à la base, je me suis dit que j'allais rester à Barcelone. Ce sont les contacts avec Paris qui m'ont donné envie de partir. Le journaliste lui dit, Kylian Mbappé a-t-il participé à votre arrivée? Dembélé, il a dit non. Il n'y a même pas eu d'appel. Il m'a demandé si j'allais venir, c'est tout. Il n'a pas essayé de me convaincre ou quoi
que ce soit. Voilà, que Mbappé aurait appelé, non, il n'a rien dit tout simplement. C'est Dembélé qui a voulu venir tout simplement au Paris Saint-Germain. On est venu au PSG parce qu'on aime le club, parce que c'est en France aussi. Je suis d'Evreux, donc dans la banlieue parisienne, pas loin d'ici, et c'est le club qu'on aime. Donc voilà pourquoi il a choisi tout simplement cette destination Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé. On va parler de Kylian Mbappé, de fans adversaire du Milan à San Siro. N'oubliez pas que Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé à l'époque c'était un fan de l'AC Milan, puis maintenant il va jouer contre l'AC Milan à San Siro, bien sûr. Une petite photo de lui lors de l'entraînement hier. Donc à noter qu'Anguigny était absent de l'entraînement hier. Pour le PSG, on ne sait pas. Est-ce qu'il a un gêne musculaire? On ne sait pas. Donc on verra si ce soir il sera dispo ou non, Kanguini. On continue avec Luis Enrique, qui est en conférence de presse avant le match de ce soir. On a une idée très claire de ce qu'on veut faire contre eux. Donc en parlant de Milan, on veut avoir le ballon, bien sûr, la possession, comme c'est le cas à chaque fois, et se créer plus d'opportunités que l'AC Milan. Donc voilà le projet tout simplement du PSG, avoir le contrôle du ballon comme ça avait été le cas lors du match aller. Il parle aussi de Warren Zaïre-Emery hier en conférence de presse. Il a dit Warren est un diamant, il est encore très jeune, il a forcément des choses à améliorer, il joue en fonction de ses coéquipiers, il sait où aller sur le terrain, c'est facile d'entraîner un joueur comme lui avec ses caractéristiques innées. Sa plus grande qualité, c'est qu'il est humble, il a 17 ans, ça vient de son éducation, je pense. Quand il dit qu'il est humble, c'est vrai qu'il est très sérieux, il n'y a pas de drame autour de lui, les gars, il fait ses matchs, en plus il les fait très bien, voilà, vraiment il est bien parti pour faire une très belle carrière, on peut dire, le jeune Warren Zaïre-Emery. Bien sûr, il a vu ça, Luis Enrique. Toujours avec Enrique, il parle aussi de Gianluigi Donnarumma, qui aura un accueil certainement spécial ce soir. N'oubliez pas que Donnarumma a été formé du côté de l'AC Milan et il a quitté le club gratuitement pour venir au PSG. Donc c'était pas du tout passé du côté de Milan à l'époque. Il a dit on a rigolé de ça parce que c'est quelque chose d'habituel dans le football, qu'un joueur retourne dans son ancien club. Plein de grands joueurs ont connu ça. Je pense qu'il n'y aura pas de problème particulier. Il faut qu'il fasse outre de ça tout simplement, Donnarumma. Parce que lui aussi, il sera sifflé, peut-être même insulté, il entendra des insultes de la part de certains supporters de Milan. Mais voilà, il faut qu'il fasse son match et qu'il se concentre à 100% avec son club, bien sûr, parisien. Et la Curva Sud, donc le groupe de supporters de Milan, donc prépare un accueil bien particulier à Donnarumma. Le gardien italien sera accueilli avec un lancer de faux billets et des sifflets. N'oubliez pas qu'à l'époque, quand il avait quitté Milan pour rejoindre le PSG, donc il appelait plus Donnarumma, mais plutôt Dollar-Ruma. $1. Donc voilà, il y aura beaucoup de billets, de faux billets qui seront jetés, des sifflets aussi pour Donnarumma ce soir. Donc les supporters de l'AC Milan estiment que Donnarumma les a trahis, voilà, en quittant gratuitement le club tout simplement pour aller du côté du Paris Saint-Germain. Et Matt Maignan, qui est en conférence de presse, donc lui le gardien de Milan, prévient Donnarumma. Donc lui il a été formé au PSG, c'est vrai que c'est l'inverse. Les deux ont été formés à l'AC Milan et au PSG et les deux jouent dans l'autre club, on va dire. Donc ça s'est fini en mauvais termes entre lui et l'AC Milan. Nos supporters sont très chaud, il aura un accueil très difficile. Voilà ce qu'il a pu dire sur son confrère Donnarumma. Mike Maignan, il a dit ce n'est pas le début de saison que j'attendais. Donc le gardien de l'AC Milan s'est exprimé en conférence de presse. La veille de la rencontre, il dit qu'il doit faire mieux tout simplement. Il fait un début de saison plutôt délicat, le gardien français du côté de son club. Concernant Théo Hernandez qui avait été blessé, forfait lors du dernier match contre Udinese, perdu 1-0, c'était samedi soir. Donc il devrait faire son retour, il devrait être dans le groupe parce qu'il était présent à l'entraînement ce lundi matin, donc hier matin. Il y avait entraînement aujourd'hui, pas d'entraînement vu qu'il y a un match ce soir, mais il y avait lui, il y avait aussi Pulisic et Chukwueze, aussi des joueurs qui étaient incertains. Les trois étaient présents à l'entraînement hier, donc ce qui veut peut-être dire qu'il pourrait être dispo pour le match de ce soir pour l'équipe de Milan. Le 11 probable du PSG face à l'AC Milan. Donc d'après le journal Le Parisien, ça pourrait être ça. Donc Donnarumma au but, bon ça c'est sûr. Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez. Donc là la défense et le gardien, c'est quasiment à chaque fois la même lors des grands matchs. Donc Ugarte, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, milieu à 3 et Dembélé, Mbappé et Kolo Muani. En gros je crois que c'est la même compo que lors du match aller où le PSG s'est imposé 3-0. Un 4-3-3 parce que Vitinha, Zaïre-Emery et Ugarte les trois milieux, puis Mbappé, triplette française devant. Donc voilà, ça devrait être ça normalement le 11 du PSG pour la rencontre de ce soir. Et il y aura du beau monde dans les tribunes. Zlatan Ibrahimovic est attendu à Milan ce soir pour Milan-PSG. N'oubliez pas qu'il a joué à Milan et au PSG. Ce sera un match spécial pour lui. Et aussi David Beckham, pareil, il a joué à l'AC Milan et au PSG. Et donc il sera également normalement présent, d'après ce qui se dit les gars, s'ils disent ça les gens, RMC ou ce journaliste Arthur Perrault, c'est qu'ils seront bien sûr présents, ces deux-là. Et à noter qu'il y aura beaucoup de supporters, il y a quand même plus de 4300 supporters parisiens qui seront dans le parcage visiteur ce soir, c'est énorme, 4300. Donc hier soir c'est un petit peu débordé, donc une cinquantaine d'ultra milanais casqués et armés de matraques et de fumigènes ont attaqué les supporters parisiens dans Milan. Un supporter est ressorti avec 2 coups de couteau subis. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc c'était très très chaud hier dans les rues de Milan entre les ultra milanais et les supporters du PSG.
On continue les gars, donc il n'y a pas que AC Milan PSG, c'est une belle affiche, donc bien sûr je regardais ce match, mais peut-être même avant Dortmund Newcastle vu que c'est à 18h45, c'est intéressant aussi de regarder ce match qui est dans le même groupe que le PSG. Donc demain par exemple il y a Lens PSV pour les clubs français, on peut voir jeudi aussi ce qu'il y a. Donc Toulouse Liverpool c'est le match retour, ça sera 18h45, Rennes Panathinaikos et AEK Athènes Marseille, et dimanche regardez belle affiche Chelsea Manchester City Lazio Roma ou même Lens Marseille dimanche soir à 20h45. Donc voilà le gros programme football. Bon, il y a encore plein d'autres rencontres, mais il y en a quelques-unes qui ont été affichées. On continue les gars, on va revenir sur la finale de la Ligue des Champions sud-américaine. C'est entre Boca Juniors et Fluminense. Il y a un drame, donc un jeune policier de 23 ans, supporter de Boca Juniors, s'est donné la mort avec son arme de service après la finale de Copa Libertadores perdue par son équipe face à Fluminense. Il y a eu 2-1 pour Fluminense après prolongation. Donc sa mère, elle a dit, donc il était triste, Boca était tout pour lui. Je ne pensais pas que mon fils irait jusqu'à se suicider, a déclaré sa maman, parce qu'en gros son fils n'a pas du tout supporté la défaite de l'équipe de Boca Juniors, et du coup c'est un jeune policier, donc du coup il s'est suicidé tout simplement, donc c'est terrible, et sa mère elle a dit, donc Boca est une poubelle, donc Boca Juniors, ils l'ont tué et aucun joueur ne m'a présenté ses condoléances, c'est vrai que c'est silence radieux du côté de Boca Juniors, donc voilà, concernant cette tragédie qui s'est passée à la fin du match, c'était samedi soir. Toujours concernant cette rencontre, bon rien à voir avec l'info là juste avant, mais par exemple pour vous montrer quand même la ferveur qu'il y a du côté du continent sud-américain, surtout du côté de Boca Juniors. Par exemple, ce jeune supporter, il a dit: nous avons vendu la moto de mon papa, j'ai vendu ma PlayStation pour venir ici, pour faire le déplacement, aller regarder le match, acheter le billet bien sûr pour cette finale. Ce jeune supporter de Boca voulait à tout prix assister à la finale de Copa Libertadores, de la passion. C'est vrai que là-bas c'est la passion, bon, il y a un petit peu, enfin il y a de la passion aussi en Europe, mais là-bas on a l'impression que c'est encore plus du côté du continent sud-américain. Donc il a quasiment vendu une moto, une PlayStation pour aller suivre tout simplement cette rencontre au stade. Bon, malheureusement perdu pour, on peut dire, l'équipe de Boca Juniors. Officiel, Vini Junior est élu meilleur joueur de la Liga saison dernière au Gala AFE. Donc le prix est voté par les joueurs eux-mêmes. En gros, c'est tous les joueurs de la Liga. Ils ont voté pour le meilleur joueur de la saison dernière et c'est Vini Junior qui a reçu ce prix. Félicitations bien sûr au crack brésilien. On va parler du trophée des champions entre le PSG et Toulouse. Pourrait se jouer en France. N'oubliez pas que normalement ce match devait se jouer avant la première journée de Ligue 1. Ça aurait dû être tout début août. Du coup le match ne s'est pas joué parce qu'il devait se jouer en Thaïlande. Il devait initialement, il devait se jouer en Thaïlande et du coup ça s'est pas joué. Et le match du coup avait été normalement remis début janvier en Thaïlande, mais du coup il sera plutôt joué en France. Voilà, ce match trophée des champions. N'oubliez pas, c'est le vainqueur de la Liga contre le vainqueur de la Coupe de France. Normalement ça devrait se jouer le 3 janvier prochain en France et non en Thaïlande. Cette rencontre. Le milieu offensif Thiago Almada, 22 ans, Atlanta United, a été élu meilleur jeune de la saison de MLS. Félicitations à lui, un joueur que je connais parce que j'entends souvent parler de lui. Donc 11 buts et 16 passes D. Ce serait très intéressant de le voir débarquer en Europe prochainement, surtout qu'on parle de lui depuis un certain temps déjà. C'est vrai que j'ai entendu souvent parler de lui. Donc voilà, meilleur jeune joueur du côté des États-Unis, ce jeune Thiago Almada qui est un joueur argentin. Je me souviens même qu'avant qu'il signe du côté d'Atlanta United, l'Olympique de Marseille était sur son profil. Sadio Mané l'a dit en Afrique, on a des talents incroyables. Désormais, l'objectif du continent doit être de remporter la Coupe du Monde. Voilà, c'est vrai qu'avec déjà la demi-finale du Maroc lors de la dernière Coupe du Monde, donc voilà, maintenant les pays africains veulent aller encore plus loin et gagner, pourquoi pas, une Coupe du Monde dans les futures éditions. Ce serait bien sûr magnifique pour le continent africain. On va parler de Hendrik, donc à 17 ans, la jeune pépite de Palmeiras, c'est un nouveau joueur du Real Madrid, il arrivera en juillet 2024. Donc Hendrik est appelé pour la première fois avec la sélection brésilienne. Avant il jouait tout le temps avec l'équipe Espoir, les U20, je crois U21, je sais plus, du Brésil. Donc là cette fois-ci il est appelé avec le groupe A. Donc le futur joueur du Real Madrid est le plus jeune joueur brésilien convoqué depuis un certain Ronaldo en 93. Ronaldo R9, je vous parle. Donc voilà, 17 ans, il va déjà jouer avec l'équipe brésilienne. C'est quand même incroyable, bien sûr, le jeune Hendrik. Donc voilà, on a hâte déjà de le revoir, enfin de le voir surtout en Europe, évoluer au Real Madrid saison prochaine. On revient sur le week-end dernier en Ligue 1 et ça a été une triste info parce que le week-end dernier s'est déroulé la pire journée de Ligue 1 depuis 8 ans. Seulement 13 buts ont été inscrits ce week-end sur les 9 rencontres. C'est qu'il y a eu très peu de buts inscrits, seulement 13. Des fois, la Ligue 1, il y a pour moi plus de 30 buts inscrits, là seulement 13. Donc le record a eu lieu en 2006-2007. 8 buts avaient été marqués sur les 10 rencontres en Ligue 1 en 2006, mais là seulement 13. Donc voilà, triste. Il n'y a pas eu beaucoup de spectacles, on peut dire, du côté de la Ligue 1. Après, peut-être le fait marquant tout simplement de cette journée restera sans doute le dégradé au sécateur de Benoît Millot. C'est vrai que les gars, on en a parlé hier. Ça a beaucoup fait parler sur Twitter, voilà, sur pas mal de réseaux, tout simplement la coupe de cheveux de
l'arbitre du match entre Lyon et l'équipe de Metz. Pour revenir toujours sur la Ligue 1 et rester avec le championnat français, le classement des affluences du week-end en Ligue 1 où il y a eu le plus de monde, c'est du côté de Marseille, 63 674 spectateurs ont regardé le triste match, ça s'est fini à un triste 0-0. Paris-Montpellier, plus de 47 000 supporters, ou même Lyon, il y a eu plus de 42 000 supporters, pourtant le stade était loin d'être rempli, il y avait beaucoup de places dispo. On continue avec quelques infos transferts. C'est vrai qu'on est le 7 novembre aujourd'hui. N'oubliez pas que le mercato hivernal commencera le 1er janvier. Mais ça commence déjà un petit peu à bouger. Donc Manchester United envisage de recruter le Brésilien Gabriel Barbosa dès janvier. Anthony pourrait faire partie de l'échange en prêt. Donc Anthony du côté de Flamengo dans le sens inverse. Barbosa, donc ce joueur les gars, pourrait venir du côté de Manchester United. Tottenham voudrait recruter Calvin Phillips en janvier. Liverpool vise aussi le joueur. Donc lui il joue plus du tout. Enfin il ne joue pas tout simplement. Du côté de City, du coup, pour avoir du temps de jeu, surtout qu'il y a l'Euro, s'il veut être convoqué avec l'Angleterre, il va falloir qu'il joue. Donc Tottenham et Liverpool, voilà, s'intéresse au profil de l'ancien joueur de Leeds United. Liverpool voudrait recruter Florian Wirtz. Chelsea, le Bayern Munich sont également intéressés, à part cette pépite du Bayern Leverkusen. Lyon va réactiver la piste menant à Alassane Plea cet hiver. Alassane Plea, pourquoi pas Lyon? On sait que Lyon, niveau stats, c'est compliqué. Son dernier, surtout, Lacazette déçoit depuis le début de la saison. Il leur faut peut-être quelqu'un en attaque pour mettre des buts. Pourquoi pas Alassane Plea, qui pourrait revenir du côté de Lyon. Le Real Madrid envisage de recruter Reece James pour remplacer Dani Carvajal. C'est vrai que Carvajal, il a fait son temps. Bon, ça a été un excellent joueur, peut-être une légende même, du côté du Real, où il a remporté 5 Ligues des Champions. Mais il va falloir penser à l'après Carvajal, côté droit de la défense du Real. Et Reece James est une option très sérieuse, on peut dire, du côté du Real Madrid. Et l'autre côté gauche, c'est lui les gars. Alphonso Davies souhaite rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Donc lui il a un contrat jusqu'en 2025. Donc l'année prochaine, vu que je parle souvent du Real Madrid, vu que j'ai une chaîne BizBiz Real, je vous dis souvent les gars que Davies, les gars, il y a de fortes chances qu'il aille au Real. Donc peut-être futur défenseur gauche chez lui, peut-être futur défenseur droit au Real Madrid. Ça sera Reece James. Donc on verra ça dans les futurs mois. Et on va continuer avec un autre joueur du Bayern, vu que là on parlait de Davies. On va parler d'Harry Kane. Donc depuis sa signature au Bayern, Harry Kane loge dans une suite à 10 000 livres la nuit, ça fait à peu près 12 000 euros la nuit, parce qu'il n'a pas trop encore de maison ni d'appartement. Il loge en gros dans un hôtel où il paye quand même plus de 12 000 euros la nuit. Ça fait cher. Donc depuis août, sa note s'élève à quasiment plus d'1 million d'euros en gros. Donc voilà, ça coûte cher. Il va falloir absolument qu'il trouve bien sûr une maison. Bon, il touche un gros salaire, mais bon, il paye quand même très cher la nuit dans son hôtel. Abdoulaye Doucouré, donc joueur de Everton et joueur malien, donc il a dit pour le moment je ne pense pas que je vais faire la CAN 2024, n'oubliez pas que la CAN commence dans pas longtemps, c'est le 13 janvier, donc dans 4 jours, on sera 2 mois jour pour jour du début de cette CAN. Je pense que je vais rester avec le maillot d'Everton, je ne veux pas aller avec le Mali, je veux me concentrer sur ma carrière en club. Voilà, donc ça sera un gros coup dur pour le Mali, du coup, qui pourrait faire la CAN sans Doucouré, parce qu'en gros il souhaite rester plutôt à Everton, enfin c'est ce qu'il dit actuellement. Donc voilà, concernant Doucouré et le Mali, peut-être pourrait ne pas faire cette CAN. Les premières infos concernant le futur 3e maillot du PSG saison prochaine vient de fuiter. Donc le 3e maillot parisien sera rose et noir avec une particularité sur le logo Nike. On peut voir le logo Nike où il y aura un logo noir et un logo rose, et du coup il devrait être rose, ce futur 3e maillot du PSG. Bon, c'est la saison prochaine là par exemple, le 3e maillot c'est un maillot tout noir pour Paris, donc le 3e maillot saison prochaine devrait être un maillot rose. Officiel, Benjamin Pavard souffre d'une luxation de la rotule du genou gauche. J'en ai parlé hier qu'il est sorti sur civière lors du dernier match de l'Inter Milan. Donc le Français portera une attelle pendant 3 à 4 semaines avant la rééducation. Il manquera bien évidemment le rassemblement de l'équipe de France en novembre. On lui souhaite un bon rétablissement. Donc après-demain, on est le 9 novembre et Deschamps va dévoiler sa liste des joueurs pour les 2 prochains matchs. Il est forfait tout simplement. Benjamin Pavard, c'est dommage, n'oubliez pas que le dernier match avec les Bleus, il avait inscrit un doublé. Le défenseur Benjamin Pavard, bon rétablissement à lui. Jamal Lascales revient sur le Newcastle Arsenal du week-end. Donc il a dit leur capitaine, donc Jorginho, n'a pas voulu me serrer la main. N'oubliez pas que Newcastle a gagné Arsenal 1-0. Et Lascales à la fin du match, il est parti serrer la main tout simplement à Jorginho. Et Jorginho lui a mis avant. On peut discuter autant que l'on veut sur le terrain, mais serrer la main fait partie du sport. Des joueurs comme ça, je ne pense pas que ce soit acceptable. Donc voilà, le gros vent envoyé de Jorginho sur le capitaine de Newcastle. Donc c'est entre les deux. Officiel, la rencontre entre Brest et Strasbourg prévue dimanche à 13h est reportée une date ultérieure. Pour rappel, le stade Francis Leblay a été touché par la tempête Ciaran par exemple. Il y a eu le toit est endommagé et normalement Brest doit accueillir un match dimanche à 13h contre Strasbourg. Donc du coup le match
est reportée, une date ultérieure. Donc voilà, concernant cette rencontre, elle ne se jouera pas dimanche. Manchester United n'a jamais envisagé de licencier Erik ten Hag, parce qu'il y avait des rumeurs avec les mauvais résultats. Bon, c'est vrai qu'ils ont gagné contre Fulham, mais voilà, les deux derniers résultats, ça a été 2 défaites, 3-0 contre Newcastle et contre City. Mais Manchester n'a jamais eu l'intention pour l'instant, on peut dire, de licencier Erik ten Hag à cause des mauvais résultats. Dugarry, il a dit: le recrutement de l'OM est raté. Malheureusement, les joueurs recrutés montrent des limites et des limites à ne pas montrer lorsque l'on signe à Marseille. Êtes-vous d'accord avec ce constat? Donc il a dit ça hier sur l'émission Roten sans flamme, Dugarry. Voilà, que le recrutement de l'OM, pourtant, pour c'est très bon, mais pour Dugarry, il dit que c'est limité. Des joueurs comme Aubameyang, Ndiaye, Lodi, Sarr, Kondogbia, Harit, Murillo, Blanco et Correa. Voilà, c'est tous les joueurs qui sont arrivés à Marseille. Et voilà, c'est raté. Et c'est vrai que si on regarde, par exemple, il y a 4 joueurs, Aubameyang, Ndiaye, Correa et Sarr à l'OM, 4 garçons dans le dur. Parce que si on regarde leurs stats, bon, c'est écrit un petit peu en petit, je sais pas. Tiens, Aubameyang, les gars, c'est 10 matchs, 9 fois titulaire pour seulement 1 but et 3 passes D. Donc là, on parle en Ligue 1, c'est quand même très peu. Je sais pas, on pourrait prendre qui? Tiens, Sarr, les gars, donc c'est 8 matchs, 6 titularisations pour 3 buts, c'est 0 passe D. C'est aussi moyen. Ndiaye, les gars, c'est 10 matchs, 6 fois titulaire pour 1 but et 2 passes D. Donc voilà, du côté de Marseille, on attendait beaucoup mieux. Même Correa, les gars, Correa, lui, c'est le pire. Hein. C'est 5 matchs, 3 fois titulaire, 0 but, 0 passe D pour Correa. L'ancien joueur du côté de l'Inter, enfin qui est prêté de l'Inter à Marseille. Donc c'est vrai que ces 4-là, qu'on attendait beaucoup à Marseille, ils déçoivent énormément actuellement. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec tiens, officiel. Hein, l'Angleterre affrontera le Brésil en match amical le 23 mars 2024. Voilà, un match amical programmé. Donc le match aura lieu à Wembley. Il y avait déjà eu un match, les gars, c'était en 2017, la dernière fois que le Brésil avait affronté l'Angleterre. Donc voilà, ça sera de nouveau une rencontre en mars 2024. On finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve tout à l'heure et à l'After Zap Image. Encore plein d'autres infos, les gars, à vous donner, que je donnerai tout à l'heure. Et je vous souhaite un bon match ce soir. Je pense que la plupart vont regarder le PSG. Je ferai certainement le débrief du match sur ma chaîne BizBiz PSG en description. Et nous, sur cette chaîne, on se retrouve demain, bien sûr, pour parler de toute cette soirée de ce soir de la Champions League. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.